Aujourd'hui, direction le Chinonais, au cœur du Val-de-Loire. On vous emmène dans les coulisses du domaine de la Marinière, à la rencontre de Boris, vigneron indépendant en agriculture biologique. À ses côtés, Lou, experte en matériel agricole, nous guide pour une immersion totale. Histoire de la propriété, secrets de vinification et surtout, découverte des outils qui rythment le travail quotidien sur l'exploitation. Salut Boris. Salut. Alors, on va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on va voir des agriculteurs, des éleveurs, des céréaliers, etc. Là, grande nouveauté, on va voir un viticulteur qui est déjà quelqu'un de connu, parce qu'on te voit déjà sur les réseaux, pas mal sur Instagram. Ouais, tu as un compte qui est assez actif. Principalement sur Instagram, ouais. Ouais. Ok. On est dans un domaine. Domaine viticole, donc domaine de la Marinière, domaine familial, donc sur le village de Panzou, donc en appellation Chinon. Voilà, domaine en bio, domaine familial. Je travaille avec mon père et on exploite une petite vingtaine d'hectares. Et donc on est vigneron indépendant, donc on fait tout de la vigne jusqu'à la bouteille, jusqu'à la commercialisation. Pour les néophytes un petit peu, l'AOC Chinon, tu vas avoir du rouge, du blanc. Principalement rouge. Chinon est planté à 95% en Cabernet Franc et 5% en Chenin. Donc nous on est un peu monomaniaque, voilà, on a les blancs et les rosés, enfin le rosé et les rouges 100% Cabernet Franc, donc monomania Cabernet Franc avec des variations terroir, élevage, et le blanc c'est 100% Chenin. Voilà, donc on a ces deux obsessions qui nous gèrent là-dessus, et donc pour éviter d'être trop monomaniaque, on a aussi planté une parcelle avec 4 cépages en IGP Val-de-Loire, 4 cépages où on produit là des cuvées un peu plus fun. Ouais, parce qu'on est, on est dans des grandes choses un peu compliquées. Il y a des AOC qui te contraignent avec des cépages, tu peux ouvrir un petit peu, mais tu perds cette AOC. Oui, alors voilà, nous notre historique, la production, c'est l'appellation Chinon, et puis voilà, on fait des tests, on essaye aussi toujours des choses différentes, même si notre cœur de métier, ça reste notre gamme historique Chinon rouge. Donc nous on produit en gros 80% de Chinon rouge ici, enfin 3/4 de Chinon rouge ici, et puis après le Chenin, donc c'est 5% de l'appellation Chinon planté en Chenin. Et nous, au domaine, on a un gros 10% de Chenin sur le domaine, plutôt planté sur les coteaux. Voilà. Et donc, pour continuer sur le côté monomaniaque, nous, toutes nos vignes sont regroupées autour du domaine à moins de 5 minutes de tracteur du siège d'exploitation, uniquement sur le village de Panzou. Ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir une uniformité au niveau de la nature des sols et d'avoir quelque chose qui puisse être plus cohérent dans tes cuvées aussi? Après, c'est l'historique, hein. C'est mes grands-parents qui ont acheté la ferme ici. Donc ils ont acheté le corps de ferme de la Marinière en 65. Ils sont venus s'y installer en 71. Et donc l'histoire faisant, l'histoire familiale, puisque mon arrière-grand-père était déjà paysan sur le village, l'histoire faisant, les échanges de parcelles qu'a pu faire mon grand-père ou les achats de parcelles de mon père puis de mon père font que la facilité et puis les opportunités ont fait que plutôt que d'avoir un parcellaire éclaté et de courir en tracteur à droite à gauche, on est plutôt ici avec des avantages et des inconvénients. On a quand même une vingtaine d'hectares, mais on a un peu plus de 30 parcelles différentes avec des terroirs assez identifiés. Même si on n'a que 2 cépages en Chinon, on arrive quand même à produire une quinzaine de cuvées différentes, enfin une grosse dizaine de cuvées différentes sur la partie Chinon. Donc on arrive quand même à avoir des terroirs assez différents. Mais voilà, l'histoire faisant fait que cette cohérence géographique et d'unité de terroir fait qu'on est plutôt resté ici plutôt que de collectionner des terroirs sur les différentes communes de l'appellation ou sur les différentes zones du village. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, là on va faire un petit tour, on va voir la partie vinification qu'on connaît très peu nous dans notre métier de machine et de pièces d'usure, et puis après on ira quand même s'intéresser mine de rien à ce qui fait que tu travailles ton sol et comment tu le fais, parce que en bio j'imagine que tu as aussi des contraintes de gestion d'adventices et de choses et autres. C'est ça, ouais. Du coup, on fait tout de la vigne à la bouteille, donc ça veut dire qu'on transforme le raisin ici jusqu'au vin, puis la mise en bouteille. Donc la partie mise en bouteille, on travaille avec un prestataire, donc j'ai pas un prestataire de service qui a une ligne mobile, donc j'ai pas de la partie embouteillage se fait ici, mais voilà, c'est externalisé. Okay. Et donc on a la partie étiquetage où on reprend, où là on pose nos étiquettes, notre petit nom et on expédie tout à partir d'ici. Ce qu'on voit sur tes réseaux. Voilà, l'étiquetage. Mise de la petite cire sur la bouteille. Voilà, le cirage avec le renouvellement des friteuses.
Et puis voilà, l'étiquetage en fonction des différentes cuvées, la gestion commerciale du stock, et puis sur les élevages, voilà, parce que comme je disais, il y a une dizaine de cuvées. Et donc on a des cuvées qui sont commercialisées dans l'année suivant les vendanges, certaines cuvées qui sortent là, il y a des millésimes 2020 qu'on va sortir dans les semaines à venir et on va commencer à mettre des 2025 en bouteille. Donc on a aussi une commercialisation un petit peu au long cours. Donc voilà l'étiquetage où on pose nos noms, le nom du village sur chacune des bouteilles et puis après les préparations des commandes partent d'ici. Pour les clients qui viennent acheter ici 6 bouteilles, 6, 12, 24 bouteilles ici, goûter sur place, des clients qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous, ou certains clients qui viennent de l'époque de mon grand-père. Mais aussi on expédie des palettes pour nos clients cavistes, restaurateurs un peu partout en France et puis des commandes export aussi. Hier il y a 3 palettes qui sont parties au Canada. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est pas que de la vente au domaine comme ça se faisait il y a des années. Maintenant vous avez ouvert un peu un réseau aussi. Ça reste notre créneau historique et initial qu'on garde toujours et c'est aussi notre identité. On fait des salons grand public, on accueille ici, mais on accueille aussi des restaurateurs, des cavistes. On va chez les restaurateurs, chez les cavistes. On est représenté sur certaines zones par des agents qui font goûter nos vins. Et puis on fait une partie export. Voilà, dans 2 semaines, je pars quelques jours au Canada pour présenter notre travail, faire goûter nos vins. Donc voilà. Au total, on commercialise autour de 80 000 bouteilles à l'année. Donc c'est une occupation qui va de la taille, enfin de la plantation du pied de vigne jusqu'à la... Jusqu'au TPE pour vendre Voilà, jusqu'à la livraison entre le carton qu'on pose dans le coffre des clients qui viennent ici ou les restaurateurs chez qui on va manger de temps en temps. Mais c'est maîtriser aussi l'acheminement de A à Z, c'est sympa. Ok, bon bah c'est parti. Allons-y. On va aller faire un tour. Donc maintenant là on se retrouve dans ton chai finalement. Voilà c'est ça, ouais. Le chai, donc la partie plutôt historique avec le cuvier béton. Oui. Donc là le chai qu'a mis en place mon grand-père un petit peu au fur et à mesure de l'agrandissement du vignoble. Donc la génération de mon grand-père, ça va être vraiment la génération qui s'est spécialisée en viticulture. Maintenant, on se présente comme vigneron, qui est notre grosse activité principale, même si on a un petit peu de céréales autour que l'on délègue à un prestataire. Mais voilà, à l'époque de mon grand-père, on parlait plutôt de paysans, enfin polyculture. Ici, c'est une exploitation. Quand ils sont venus, il n'y avait quasiment pas de vignes. Et c'est mon grand-père, enfin mes grands-parents qui ont développé cette activité. Comme beaucoup de fermes du secteur, il y avait quelques bêtes, il y avait des cochons. Oui, c'était un peu d'élevage, un petit peu de céréales. C'était de l'autosuffisance, des céréales, ils ont fait, dans les années 70, il y a eu beaucoup du tabac aussi, il y a eu des contrats de luzerne, des contrats de patates, des contrats de semences. Le maraîchage de l'Anjou était arrivé ici ou pas Non, alors nous on n'est pas sur des terres, à maraîchage. Après nous ici on est sur des terrains. Enfin, c'est pas des terres à gros potentiel, donc non. Après, voilà, la partie potager, c'était de l'autsuffisance. C'est de la conso et de la distribution familiale. Et donc bref, du coup, toute cette partie cuve a été faite un petit peu au fur et à mesure des plantations au fil des années. Et en gros, une cuve ici permet de vinifier l'équivalent de 1 à 2 hectares de raisins. Et ça, c'est une partie qu'on garde toujours et qu'on utilise toujours, soit pour les stockages, soit pour les élevages, parce que le béton, l'intérêt, c'est qu'il y a une inertie thermique. Et puis il y a aussi une forme un peu géométrique qui est intéressante parce qu'en gros on est sur des rectangles assez plats, donc ce qui fait qu'on a une surface de contact plus intéressante que des gros cylindres assez étroits. Donc ce qui nous permet d'avoir pour nos vins rouges des extractions assez lentes sans avoir trop de besoin d'aller extraire la matière. Donc voilà, ça c'est des parties qu'on utilise beaucoup pour la partie vinification et ensuite pour les élevages. Donc la partie cuverie ici, à la cave on a des tonneaux, la partie fût de chêne principalement. Est-ce que c'est plutôt un terroir ici où on a aussi des choses vu que c'est de la tuffe Voilà, ouais, nous on est plutôt vignerons sur le haut du village, sur les coteaux, donc plutôt des chinons avec des potentiels de semi-garde ou de garde. Ouais. Et donc voilà, en fonction des terroirs, on va avoir plusieurs profils avec des vins qui vont faire que des élevages en cuve plutôt courts, des élevages qui vont faire partie cuve, partie béton, de quelques mois à parfois 2 ans, 3 ans d'élevage en cuve, et puis après les stockages en bouteille et les commercialisations plutôt au long cours. Donc on a un petit peu tout ça, on n'a pas
on n'a pas une réponse simple à une question simple. Il y a plein de petites variables. C'est la contrainte de toute façon d'être sur un monocépage de toute façon. C'est qu'il faut essayer aussi de trouver de quoi se diversifier pour que le consommateur il y trouve son compte aussi. Oui, sur la partie production, puis aussi sur la partie gamme commerciale. Moi, donc je travaille ici. Je travaille à temps complet ici au domaine avec mon père depuis 2013, donc ça commence à faire quelques années. On a fait un petit peu de travail et quand je suis revenu, on avait un rosé et 3 cuvées de rouge. Maintenant, on a au moins 2 blancs, un rosé et une dizaine de cuvées de rouge. Donc on a plein de petites variables, donc on exploite, on fait des tests, on essaie, on s'amuse. On essaye des nouvelles choses et donc ça se traduit jusqu'à la commercialisation de choses différentes. Donc il y a aussi il y a à la fois la partie production, notre côté paysan-vigneron, et puis il y a la partie commerciale, là notre partie vigneron commerçant, le nom sur la bouteille, le vigneron derrière la bouteille. Donc voilà, il y a tout ça qui permet de faire des choses différentes, mais qui sont une réponse commerciale, mais qui sont aussi des choses différentes entre la bouteille qu'on ouvre pour boire un canon et puis la bouteille qui est ouverte sur des tables gastronomiques qu'on ouvre pour les fêtes de fin d'année. Un petit peu tout ça, un peu ce côté multifacette qui est intéressant du job. Ok, ça marche. Et une partie en béton, et tu as une autre partie on a des parties cuves, de l'autre côté, on a une partie cuve en fibre de verre, cuve inox. Ok. Donc là, ici, cette partie du chai, donc quand on est revenu en 2013, mon grand-père, mes grands-parents vinifiaient une dizaine d'hectares, donc en gros tout le chai était la partie historique qu'on a vue ici. On a fait quelques aménagements au fur et à mesure et aujourd'hui on vinifie une vingtaine d'hectares. Et donc ici, cette partie-là du chai n'est pas isolée, donc là c'est une partie qu'on va utiliser des vendanges du moment où on réceptionne le raisin jusqu'aux préparations de mise en bouteille de printemps et après à partir du mois de mai il n'y a plus de vin ici, sauf dans les cuves vraiment thermorégulées, sinon tout est en élevage cuve béton, dans les fûts à la cave. Voilà. Après là c'est juste du stockage court terme juste pour les préparations de mise en bouteille. Donc là la partie cuve fibre qui sont des cuves historiques ici qui seraient... On aimerait plutôt changer vers de l'inox pour la partie stockage, mais bon, là c'est des cuves qui sont un petit peu différents. Puis la partie cuverie inox qui est plutôt thermorégulée, les cuves qu'on a ici où là on peut stocker du vin. Plus récentes, au final c'est dans les dernières. Voilà, plus récentes. Et donc là, s'ils vont être des cuves d'assemblage pour nos lots à mettre en bouteille. Là on a des cuves de plus petit volume qui nous servent là pour les réceptions de jus sortis de pressoir. Et puis pour pareil des préparations de l'eau plus confidentiel, plus petit, avec les ceintures de froid pour thermoréguler et garder les vins au frais. C'est des vraies usines à gaz en fait. Donc là, ça c'est des cuves que j'avais fait faire sur mesure chez un constructeur qui est à côté de Tours, donc ça vient du département. En local. Voilà, c'est à Parcé Mêlé, c'est métal inox. Et donc là c'est des cuves compartimentées, donc là celle-ci fait 50 hectos et là c'est 2 x 30, donc ça c'est une cuve à étage. Ok, d'accord. Ah oui, c'est que tu peux... Donc en fait, voilà, là c'est plutôt des cuves que j'ai fait calibrer pour la réception des jus sortis de pressoir, pour pouvoir réceptionner l'équivalent de 2 jours de vendange de blanc avant de faire les transferts de jus, donc les débourbages. Donc là ici, 50 hectos, je peux stocker l'équivalent de 3 pressoirs. Si je fais 3 pressoirs d'un même lot de raisin par exemple, 3 pressoirs de rosé, 3 pressoirs de blanc. Et ici j'ai 2 x 30 hectos si je veux séparer mes deux. Donc c'est stockage, vinification quand même dans ces cuves. Ouais. Sur la partie vendange, ça va être vraiment du stockage sur une journée, une à 2 journées avant de transférer vers d'autres cuves pour la partie vinification. Et puis une fois les vendanges terminées, c'est pour stocker des lots, des plus petits lots, des sélections parcellaires. Voilà. Là, ici, jusqu'à la semaine dernière, j'avais un lieu-dit ici et un autre lieu-dit, donc sélection parcellaire ici, qui sont descendus en fût depuis et puis qui vont bientôt servir pour faire les assemblages pour les mises en bouteille là, prévues d'ici l'été. D'accord, ok, ça marche. Après, là, ici, pour la thermorégulation, donc là, c'est des ceintures où il y a de l'eau froide qui circule pour pouvoir conserver le vin à moins de 20 degrés l'été quand il fait... oui, parce qu'on est habitué, nous, à ce que ce soit sous terre une température constante, mais tout le monde n'a pas
le chai qui est isolé Voilà, pour, ouais, donc ouais. il faut que tu trouves des solutions, parce qu'un vin, de toute façon, ça ne va pas se conserver avec des écarts, Oui, des c'est deltas ça, de température c'est ça. monstrueuses. Après, voilà, on est sur une denrée qui se conserve, mais qui a besoin de conditions de conservation pour pouvoir le stocker dans les bonnes Ouais, de conditions, stabilité. sans déviation ni aromatique, ni d'oxydation. Oui, tu as toujours la contrainte de ce que veut le client, et que quand tu Oui, bah, proposes puis le quelque vin, chose, il faut qu'il soit voilà, à la le hauteur d'une année à l'autre, quoi. faut pas que ça... Enfin, faut le stocker dans les bonnes conditions, comme du grain. Comme à la maison. Voilà. Ok, super. Donc là, c'est le pressoir. Il nous manque là, dans la partie réception, il nous manque les grappoirs pour les vins rouges, la table de tri, le Ouais. tapis à vendange, mais c'est remisé pour l'hiver. Oui, tu hivernes tout pour pouvoir avoir toi aussi une Voilà, plateforme logistique, oui, c'est j'imagine, ça aussi, parce que parce tu as que besoin de place. ça prend un petit peu de place. Donc là, voilà, le pressoir, il reste ici à l'année. On aurait un petit coin pour le ranger. Ouais. Alors après, nous, Après, c'est on une est... belle bête à ranger quand On même. est hein. plutôt sur le village, on est une quinzaine de vignerons, mais on est assez répartis, on est un peu isolé à la campagne ici, donc ce qui fait qu'on a un petit peu de place, ce qui fait aussi que ça complique des fois pour partager certains matériels, parce qu'il y a une logistique pour pouvoir déplacer Ouais, il y a quelques par kilomètres rapport à à faire. par rapport à des endroits où il va y avoir des vignerons de bourgs ou de villages. C'est un petit peu différent. Mais Donc tu voilà. travailles avec, la plupart du temps, ce qui se fait, ça va être soit tu es propriétaire de ton matériel, soit tu fais appel à du prestataire. Voilà, C'est ça nous comme on fonctionnement. travaille donc, on a notre matériel pour ça. Après, en prestation sur la partie viticole, on travaille en vendange mécanique. On fait une partie de vendange mécanique. Donc on a un prestataire qui nous fait vendange mécanique, qui peut intervenir avec son porteur pour l'effeuillage et le prétaillage. Enfin, plutôt prétaillage et effeuillage si on prend le calendrier bon dans l'ordre. Et puis on a un prestataire pour la partie filtration et mise en bouteille. Donc les vins qui sont filtrés, le prestataire vient avec son filtre sur son filtre mobile. Et puis après sur la partie embouteillage, c'est des lignes mobiles sur camion. C'est des SMI, oui, qu'on voit passer, ouais. Des porteurs avec tout l'équipement où on peut sur certains de ces outils, sur certains de ces camions, il a toute la partie mise en bouteille, que la partie mise en bouteille avec palette de filtration pour l'eau et pour le vin, pour rinçage des bouteilles, etc. Où là on peut faire mise en bouteille avec inertage et puis donc le stockage en ce qu'on appelle en tiré-bouché. Donc le vin en bouteille, on met dans des box et après nous on s'occupe de reprendre on s'équipe de reprendre, d'étiqueter, de mettre en carton et d'expédier. Et il peut aussi proposer ce qui s'appelle du syncopé, où là on a des camions un peu plus grands, où on a la même configuration, palette de filtration, lavage des bouteilles, remplissage, bouchage, et on peut aller jusqu'à la capsulage, étiquetage, mise en carton, mise en palette et filmage des conditionnement, palettes. etc. Où là, ça peut être quasiment expédié à la sortie. Logistique. Donc en fonction de nos capacités de stockage, nos besoins et nos rotations commerciales, des fois on fait juste du tiré-bouché, on met les bouteilles en stockage pour quelques mois, quelques semaines à quelques mois, voire quelques années. Des fois, il y a des lots qu'on va commercialiser plutôt sur les hauts de gamme sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis des fois, si on veut avoir plus de place et puis qu'on a une commande pour expédier, qui est mise au départ juste après. Voilà, ça peut se faire aussi. Donc on a cette solution-là, et ça, c'est des matériels qui coûtent cher en entretien, qui ont besoin, qu'on aurait besoin qu'une semaine ou deux à l'année. Donc tu n'as pas d'intérêt d'investir. Oui. Ok, super. Tu as quelques fûts. Voilà, alors là, c'est la partie fût en blanc. Qui sont présents. Ok. Ouais. Donc Tout toute la l'élevage se fait partie fût de barrique rouge, c'est à la cave, parce que là, on est sur des stockages plus long terme. Et là, la partie blanc, c'est stocké ici, donc des vendanges jusqu'au mois de mai, comme je disais tout à l'heure. Oui. Et après, là, à partir du printemps, il y a les blancs sur des fins d'élevage qui seront mis en bouteille au printemps, et puis d'autres qui vont continuer l'élevage quelques mois, qu'on va redescendre en cave sur ces chantiers mobiles. C'est un artisan qui te les fait. Avant, historiquement, on prenait plutôt des fûts d'occasion qui avaient déjà 2 ou 3 vinifications ou 2-3 ans d'élevage pour les rouges. Maintenant, on renouvelle plutôt sur du neuf. Donc là, on a ici des fûts en acacia. Donc tous les fûts acacia qu'on a derrière, ça vient de la tonnellerie Millet, qui était une tonnellerie, un ami tonnelier à Bordeaux. D'accord. Plutôt une petite tonnellerie familiale. Et après, du coup, on a aussi une partie des fûts qui vient de la tonnellerie Vicard,
qui sont plutôt basés à Cognac. Là, sur des fûts un peu plus gros. Ouais, Sur le d'accord. rouge, on n'utilise que du chêne. Ouais. Sur le blanc, on utilise du chêne sur une cuvée. Et l'originalité du domaine, c'est qu'on utilise aussi de l'acacia sur une autre cuvée qui va donner plutôt des notes florales. Ok. Donc ça, voilà, par exemple, ça c'est une barrique neuve de 400 litres. Donc là, on a Ouais. des 300, des 225 litres, Ok. des 350 et des 400. Et donc avec Vicar, on travaille un peu plus ces dernières années, puisqu'ils font des chauffes adaptées au blanc, donc des chauffes très peu marquées flamme pour faire les fûts. En fait, on a une Oui, côté bah oui, un c'est peu un vrai torréfaction, savoir-faire, voilà, ouais, ouais. avec Ouais. la partie chauffe. Donc Vicar a des chauffes adaptées au blanc qui nous plaisent bien, qui matchent bien avec nos terroirs. Et aussi, certaines années, ils font des sélections locales, donc ils D'accord. transforment chez eux à Cognac, mais ils font des chênes. Là, on voit que ça, c'est des sélections de chênes forêt Indre-et-Loire. D'accord, Là, c'est ouais, des ok. Chêne de sélections Chinon. chênes de la forêt de Chinon. Donc, Ouais. donc voilà, on C'est d'en travaille faire un de petit peu maîtriser, ici. Ouais. la production Donc, de c'est des bois. chênes qui voyagent, qui font Chinon, Cognac, Chinon, mais Ouais. Oui. qui ont ça. Donc voilà, après on travaille un petit peu. Donc là, ça c'est des fûts qui vont rester là encore un mois. Et puis après, il y a ceux qui partiront au stockage au frais. Et puis Ouais. ceux qui seront assemblés Qui sont pour mis aller en après, bouteille, assemblés, et mis puis en voilà, bouteille. qui seront stockés jusqu'au vendange et qui ressortiront pour les vendanges pour entonner directement en jus dedans. D'accord, ok. Super. Voilà, là c'est la partie blanc, puis la partie fût à la cave. Et la partie fût après qu'à la cave. Ouais. Ça marche. On parle un peu matériel peut-être Ouais. maintenant, là dehors, il y a des choses à voir. Oui, donc ça va être des choses que nous on connaît moins, c'est que tout Ouais. est en éléments dans le viticole. C'est ça, ouais. C'est pas des grands ensembles. Ouais, donc Tout s'adapte. donc la vigne, on est en culture interligne, on est en culture en ligne, donc on est planté Tu as des contraintes d'interrang dans l'AEC? voilà, donc nous, donc après le matériel vigne en fait va être très spécifique d'une région à une autre parce que chaque région, en fonction de son historique, a des cépages différents, a des us et coutumes, enfin des traditions de plantation différentes. Et donc on va avoir en fonction des régions de France ou même des fois en fonction d'une même région de la Loire, des plantations qui vont de 1,20 m d'interrang jusqu'à 2 mètres. Nous on est planté à 2 mètres. Il y a certaines zones qui sont plantées un peu plus larges, mais c'est Les assez générations rare. aussi. Je pense on plante peut-être aussi maintenant un peu plus large qu'on l'a fait auparavant ou pas On nécessairement. reste à 2 mètres. Il y a certains qui ont tendance à aller plutôt sur même... réduire réduire, Ok. ouais, pour des choix des fois qualitatifs ou de contraintes. Mais voilà, entre les vignes plantées à 1 mètre ou 1,10 m sur certaines zones de Sancerre ou de la Champagne ou de la Bourgogne, des plantations à 2 mètres, on a des matériels qui vont être très spécifiques, soit en tracteur enjambeur, soit en tracteur interligne. Donc nous ici, historiquement, on est planté à 2 mètres, ce qui fait que ça nous donne la capacité d'être en tracteur interligne, avec une contrainte où il faut que les tracteurs rentrent dans moins de 2 mètres. Donc on a des tracteurs qui sont en largeur hors tout de 1,35 m à 1,50 m maxi. Et donc ce qui fait que ça a des contraintes en matériel. Donc en fait, en fonction si on est en enjambeur ou en tracteur interligne, on va monter des fois les mêmes matériels mais sur des montages différents. Donc nous on est en tracteur interligne et donc on travaille du sol intercept plutôt 2 demi-faces. D'accord. Alors que sur un enjambeur par exemple, on va enjamber un rang et puis travailler 2 faces. Deux faces sur le même rang. Ouais. Ok, d'accord. Donc nous on a tout ici, là c'est des lames intercept de chez Braun, donc une marque allemande. Ok. Là c'est des tondeuses intercept de chez Gretier, donc ça c'est matériel français D'accord. historique qui sont faits à Narbonne. Ouais. Après j'ai un cadre Boisselet où là j'ai différentes configurations avec Oui, c'est ça, c'est que tu as un les mêmes catalogue en outils, fait voilà, en fonction de tes on besoins. a une base. On a une base principale, la base mécanique, et puis après on va pouvoir changer les lames ou pas, aller de la décavaillonneuse, des outils traditionnels, jusqu'à des lames. Voilà. Il y a des choses qu'on retrouve dans la grande culture, je vois par exemple de la dent comme ça avec du Oui, sol là droit. c'est de la dent de C'est du vibro, trait alors là courant. c'est plutôt pour faire du travail interrang, parce qu'on Ouais. nous on a deux contraintes, donc on est en bio, donc pas d'herbie, Bien sûr. pas de produits de synthèse, et donc après en vigne on a 2 éléments qu'on va pouvoir gérer. Il y a l'interrang, donc la zone entre les 2 rangs, derrière du les planches tracteur. qu'il y aura, ouais. Voilà, donc là on va être sur des mix enherbement et travail du sol, Ouais. donc là qui sont plutôt simples et qui vont ressembler à de la grande culture, à la seule différence qu'il faut qu'on ait un matériel qui fasse globalement 1,60 m hors tout maximum pour pas accrocher les ceps de part et d'autre. La gestion, c'est gérer juste l'enherbement, le détruire et puis maîtriser Bon, le semence spontané, c'est ça? là on va avoir des possibilités qui vont
être assez variable de la gestion par le travail du sol, donc des charrues avec des socles fixes, mais ça qu'on fait très peu, ou juste de la dent, ou de la dent vibro, ou de la dent actisol, jusqu'à l'enherbement avec de la tonte. Ok. Voilà. On a tout ça du soc jusqu'à la lame de tondeuse. Ouais. Et après, problématique. L'autre partie qui est là, la partie un peu plus technique, c'est la gestion du cavaillon, nous on appelle cavaillon, mais l'intercept, donc toute la partie sous le cep, où là il faut zigzaguer entre les ceps pour aller gérer l'herbe. Et là on va pouvoir soit décavaillonner, donc retourner la terre, en gros là c'est un soc mobile, ou alors biner, donc passer les lames, où là on va juste chercher à lever la terre pour mettre les racines à l'air. Et donc là on va de la gestion avec des lames ici, jusqu'à des bineuses cresses, voilà, ce qu'on connaît aussi dans la culture de printemps. Les cresses, les cresses, on les retrouve culture de printemps, binage. Ça va du maraîchage avec des étoiles cresses grandes comme ça jusqu'à des. Avec des souplesses de doigts différentes, avec des choses qui sont adaptées. Okay. Donc rouge c'est plutôt résistant et plutôt gros diamètre. Là j'ai 540, j'avais des 750 mais c'était un peu trop large. Et donc voilà, on a un petit peu tout ça, et donc en fonction des terroirs, des moments de l'année où on passe et des conditions de l'année, on va choisir des fois plutôt un matériel, plutôt un autre. Des fois il faut rattraper en tonte, des fois il faut passer les lames. Et du coup par exemple sur ce Braun là, ça c'est de la lame de binage saison. Mais on peut aussi, par exemple, démonter cette partie-là pour mettre une lame de décavaillonnage où là, en fait, cette aile-là va permettre de bouger la terre, d'enlever la terre. Soit on travaille à plat, soit on déplace un peu plus de terre. Et tout ça, c'est des accessoires que tu vas mettre sur une base d'un châssis. On va les voir sur des châssis. C'est un bâtiment qui est plus récent, qui a été monté récemment. Fait, il y a 2 ans. D'accord, avec du panneau solaire dessus. Ouais, panneau solaire. Enfin là, c'est une mise à disposition. Nous, on utilise juste c'est pas nous qui l'avons fait construire. Oui, c'est souvent ça. C'est pas nous qui l'exploitons. Ouais. Vous avez fait le terrassement et puis vous avez. C'est ça, ouais. Donc là, il y a un petit peu moins de 600 mètres carrés. En fait, avant, historiquement, toute la partie, le hangar qu'on a de l'autre côté, où on stockait la partie matérielle, mais maintenant, on a fait une partie isolée où on stocke de la bouteille. Et puis, on stocke plutôt de la partie matière sèche. Quand on reçoit les bouteilles. Une journée de mise en bouteille, en général, on embouteille autour de 20 000 bouteilles. Donc ça veut dire que quand on organise une journée de mise en bouteille, on a entre 15 et 20 palettes de bouteilles vides à réceptionner, des fois à stocker quelques semaines. Donc plutôt que de les stocker dehors avec les risques de pluie, du coup voilà maintenant, et puis tous les cartons, une mise en bouteille, ça veut dire que quand on met du vin en bouteille, il faut commander les bouteilles, les bouchons, après derrière il faut commander les étiquettes, les contre-étiquettes, les capsules, les cartons pour expédier, donc ça fait qu'il y a un petit peu de stockage à avoir. Donc ce hangar qui était plutôt viticole historiquement est devenu plutôt stockage bouteilles, matière sèche, donc on avait beaucoup de matériel dehors. Donc on a eu l'occasion de faire ce hangar. Et puis tu gagnes en confort quand même. Voilà, donc, et puis de séparer un petit peu entre la partie vin et puis la partie viti. Ouais, travail. Donc voilà, c'est la partie viti ici. Ok. Donc déjà, les tracteurs qui vous paraissent peut-être un peu petits. Qui sont très étroits. Ouais, qui sont dimensionnés à la hauteur de ce qu'il y a à avoir chez vous. Donc ça, c'est mon tracteur de tête actuel qui a 10 ans. D'accord. Donc un 80 chevaux, donc qui fait 1m44 hors tout, et globalement qui est globalement ce qui ressemble à être la largeur max qu'on a pour travailler confort dans les vignes. Donc voilà, ça a été acheté. Ça, on l'a reçu en 2016, le lendemain du gel, 2 jours après le gel de 2016. Donc voilà, c'est ça, on est content de recevoir un matériel tout neuf quand on a encore la gueule de bois de gros dégâts comme ça, mais qui est vraiment confort et adapté à nos problématiques en bio. Et ça, c'est aussi des versions qui sont globalement assez sobres avec les moteurs Vario, parce que ce tracteur-là, je suis à moins de 4,5 litres de consommation moyenne à l'heure. Ce qui est bien. Et c'est mon tracteur de tête, donc qui fait de la rotative, qui fait de la pulvée, qui fait du travail du sol, donc c'est assez économe. Je pense que sur celui-là, je consomme moins que mon deuxième tracteur, qui est un 2 roues motrices qui fait 10 chevaux de moins, quoi. Ah oui.
Oui, puis vous y passez quand même du temps. Parce que, Ouais. mine de rien, on ne se l'imagine pas forcément quand on voit la bouteille de vin finie. Mais les heures de tracteur, c'est Ouais, quand bah même alors, gros du travail aussi. Ce tracteur-là, donc il va avoir 10 ans en avril et il arrive à 4500 heures. Donc en gros, voilà, le tracteur de tête, il fait autour de entre 400 et 500 heures à l'année. Donc là, il est un petit peu dégueulasse parce qu'il a passé l'hiver dans cet état-là. Il va être Il prêt à va avoir un repartir petit bientôt. nettoyage de printemps avant C'est ça. de repartir pour une nouvelle saison. Mais voilà, ouais, on fait ce tracteur-là, il fait à peine 500 heures à l'année, quoi. Ok. Et donc voilà, après là, j'ai Il est commencé le attelé à travail un du sol. actisol, c'est Là, ça je viens de commencer le travail du sol, donc pour ouvrir la saison, l'ouverture des sols, rechausser un petit peu, parce que là, les sols, j'ai pas touché les intercepts, on n'a rien fait depuis fin juillet, et puis les interrangs, il y avait juste un rang sur 2 qui avait été un petit peu travaillé avec les disques, le cover crop qui est là. D'accord. Donc voilà, là c'est l'actisol, donc en mode fissuration. Donc du Donc, socle étroit, Voilà, du socle étroit, là, de la pointe carbure. et là tu es en carbure. Et donc là, je descends, voilà, là on voit, je suis à peu Fissuré, près à c'est cette 25-30 profondeur. Oui, c'est ça, là c'est plus pour préparer les prochains passages. Et puis du disque pulvériseur boisselé, là, qui est orienté vers le rang pour renvoyer, faire une petite Pour butte renflouer comme ça sur le par-dessus. rang avant de passer en travail du sol. Tu as besoin de fissurer tous les ans toutes tes parcelles? Non, ou là vraiment, c'est au cas plus par pour cas préparer mon... Enfin, puis là, je suis plutôt à ça, pour faire vraiment de la fissuration. Alors, il faudrait le faire à l'automne après les vendanges, mais en général, on n'a pas les périodes d'intervention où on le fait beaucoup. Pour pallier au passage des Ouais. engins, Donc c'est ça. Ouais. Et puis pour que l'eau puisse descendre et quand il y a du gel, que ça ça serait se ressuie bien, mais on a des sols qui se remettent bien. Ouais. Enfin, voilà, on n'a pas tant de besoin. Il y a quelques parcelles où il pourrait y avoir besoin, mais les fenêtres météo sont assez courtes. Ok. Donc là, c'est le premier passage avec les dents là. Puis après, en fait, là, ça va être l'outil que je vais utiliser principalement en interrang. Après, je mets des demi-ailettes et puis après, les ailettes qu'on a vu carburer. Les tout plus à l'heure. larges, ouais. En fait, là, ça Ça va va préparer scalper la au fur et à profondeur. mesure. Voilà, c'est ça. Mm. Puis juste à gérer en surface les herbes. Et puis après, à la place de ce qu'on parlait tout à l'heure sur les montages, à la place de ces disques-là, je peux mettre soit des disques émoteurs, soit des lames, soit les doigts cresse aussi. Parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui dépasse de l'actisol que tu as Ça, pu c'est adapter boisselé, sur ouais. un châssis, c'est Ouais. ça? Après, Ok. je peux mettre mes lames Braun, d'origine Braun et Actisol, Ouais. c'est les mêmes collaborations. C'est en fait, c'est les mêmes outils, sauf qu'ils sont pas étiquetés, ils sont pas peints pareil. Oui. Donc ça, je l'utilise comme ça. Cette partie ici est mobile. Mais ce qu'on connaît pas, voilà, dans Donc des ça, là, chômeurs, les trois de dents, grande les trois culture. dents du milieu, je peux les relever pour gérer les rangs enherbés. J'enlève les dents du. Ah oui, t'as je- pas d'articulation qui est là. Ok, voilà, d'accord. avec le vérin. Donc là, ça relève les trois dents du milieu. Je travaille juste les côtés. Donc D'accord. la fissuration derrière la roue pour Passage décompacter la roue et juste chausser. Et donc là, là, on est sur la configuration rang travaillé. Et sur Du la rang qui reste configuration enherbé. rang enherbé, je relève D'accord. les trois dents du milieu. Et puis Ah, après, comment je peux aussi démonter cette partie-là, par exemple, pour mettre les disques devant et les cresses derrière, Ah, ouais, d'accord. pour faire Mais des c'est travaux plus rapides. Hyper modulable. Hyper modulable. Et puis on peut aussi mettre des choses différentes. Donc ça, c'est l'actisol. Après, la rotative. T'as une rotative. Ouais. En fait, tu retrouves vraiment des outils de travail du sol très Ouais. courants, mais dans des largeurs et des C'est configs ça, ouais, spécifiques. Quoi. Donc qui rotative regarderont, avec du trouveront paquet. ça plutôt, qui ressembleront plutôt à des petits jouets qu'à du jardinage. Ouais, Mais avec le Packard, on a fait le choix du Packard plutôt que le. Parce que j'ai du tube très le léger rouleau là cage. et pourtant du Ouais. paquet très lourd Alors ici. sur celui-là, j'ai aussi un disque avec les dents gaufrées, mais qui fait pas le travail que je voulais. Donc là, le rouleau cage est pas mal. Et là, sur la rotative, j'étais parti plutôt sur du Packard, parce que là, j'aimerais pouvoir le modifier et mettre une caisse de semis pour faire une ligne de semis de graines puis t'as derrière déjà le ton support rotative. déglateur, presque. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Donc là, c'est un peu dans les projets derrière. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur le Packard. Ouais, pour avoir un peu de rappui quand même Ouais. si tu veux semer. Si on veut faire du semis. Ce qui t'évite de passer le rouleau pourbeur après. Ouais, et puis là, la rotative, c'est aussi pour remettre à plat derrière. Des fois, on passe juste en surface pour enlever le labour du cavaillon. Et puis pour faire une façon au printemps. Mais du coup, là, pareil, je l'ai monté en dent carbure, celle-là, parce que là, tu vois, ça a deux campagnes. Donc là, dans carbure, toi, avec ça, je vais faire trois Oui, là, saisons, tu peux encore faire comme facile. ça. Ouais. Donc Ok. ça on l'a depuis 2 ans. Ok, ouais, plutôt récente. Ouais. Et avant, il n'y avait pas du tout. le J'en travail avais de une vieille rotative, historique si. que mon père avait fait modifier de grande culture, une Lélie qu'on avait fait modifier de grande culture, mais qui était en bout de course. Et puis D'accord. après, sinon, j'empruntais une. On n'a pas beaucoup de matos en commun, mais des fois, j'ai mon cousin qui est
qui est aussi vigneron. Des fois, on se prête du matos, donc je lui ai emprunté la sienne pendant 2 ou 3 ans. Mais Ouais. bon, après, Ça permet de faire le test aussi, de ouais. savoir si c'est pertinent ou Et pas puis d'investir. bon, là, c'était peut-être un surinvestissement, mais des fois, on aime être un peu confort sur On a notre envie d'avoir à matos. soi. Ouais, Voilà. je comprends. Donc là, un petit cultivateur, pareil, qui avait été modifié de grande culture. Ça devait être un 2,50 m qui a été Qui a été coupé sur recoupé, les remis bords. d'aplomb. Ok. Ça, c'est pour le travail intercept aussi, le cadre boisselé, là, qui est beaucoup plus modulable. C'est un corps de charrue vigneronne. Donc après, des charrues vigneronnes, là, on a une D'accord. collection Ça de 3 des ici. choses qui sont très techniques. Ouais. Donc ça, alors historiquement, les charrues vigneronnes, on a beaucoup ces modèles-là. Donc ça, c'est des années 70-80. Donc Tu ça, bosses encore avec? Ouais. Ouais, Ça, ça tourne alors toujours. ça, c'est des cadres polyvalents. Ça, c'est du souchupiné. Donc ça, Oui, c'était qui fait est à très Langer. très connu. Bah oui, qui Donc était là, du coin. c'était du local. À l'époque, Ouais. mon grand-père, quand il a acheté la sienne, il a été la chercher en tracteur directement à l'usine. Et donc, Du après, temps où ça se fabriquait. Ces deux-là, je les ai retrouvés, je les ai achetés sur le Bon Coin l'an dernier. Ok. Mais après, voilà, on règle la largeur et puis en fonction des cadres, on peut, avec les gogues, là, on peut mettre soit les corps de charrue vigneronne, soit des pointes. Et donc, soit on les met en position historique. En fait, historiquement, au travail du sol, on parlait des 4 façons. Donc, on déchaussait, on chaussait. Donc, on mettait le corps en V avec le double corps au milieu et puis après on Les faisait deux un qui V se mettaient, pour chausser et ok. passer l'hiver comme ça. Après, on se mettait à déchausser ou à découper. Donc, les positions comme ça, où là, on ramène là. Tu rabats par-dessus. Donc là, ça faisait l'interrang, et puis après, on passait avec les décavaillonneuses Ces comme deux-là. ça pour aller faire. Et puis après, on refaisait un coup de cultivateur pour remettre à plat et renvoyer un petit peu d'air, un peu d'herbe, un peu de terre sous les cèpes. Et puis après, on allait biner, donc juste passer avec des lames. Ok. Donc ça, c'est les 4 façons historiques. Ouais. On en est revenu beaucoup, on va déjà beaucoup moins profond. On Oui. fait que du travail de surface, des travaux un peu plus légers qui sont moins chronophages. Des fois, on préfère faire des passages plus rapides et plus réguliers. Ouais, le travail de labour, il est aussi remis en question dans le travail de la vigne. Oui, au on final. va déjà. Ouais. Avant, voilà, les chaussages, l'hiver, on chaussait à mi-cep, plein corps pour protéger les cèpes du froid de l'hiver. Mais en fait, Ouais. c'est pas des problématiques. Et Finalement, du coup, maintenant, aussi. c'est juste de la gestion de l'herbe quand on travaille. On va plus chercher plein soc, on reste à 5 cm maxi, quoi. Ouais. Et donc après, sur la partie de chez Boisselet, sur la partie intercept, on a la partie cerveau-moteur qui est là. D'accord. Et donc toute cette partie-là qui va être... donc ça, c'est la partie... ça, c'est ce qu'ils appellent le kit juramatique. Là, c'est juste une pointe. Mais après, la décavaillonneuse, on peut mettre un socle qui ressemble à celui-là à la place. Ouais, pareil, tout pourra Donc se ça, remplacer. voilà, plutôt un montage début de saison. Ok. Et après, on démonte cette partie parallélogramme ici. D'accord. Et là, on met juste une lame droite Ouais. qui va être là. Et Qui se remet au palpeur voilà, et qui qui se remet au va pouvoir palpeur et qui suit le palpeur. Ok. Voilà. Là, par exemple, cette partie-là, là, je viens de recommander une pièce neuve parce que celle-là a pris un petit pet, elle est un petit peu tordue, donc le peu qu'elle est tordue, ça se Ouais, voit ça peut pas te beaucoup. fausser un peu, Mais toi, voilà, ton là, travail, j'accroche des piquets Ah, dans oui. les vignes, donc là, faut que, voilà, c'est la partie, on change un petit peu. Mm. Les roues de tarage pour gérer les profondeurs classiques. Tout ce que tu trouves en pièces détachées, etc., c'est vraiment chez des revendeurs qui sont très spécialisés. Oui, souvent la partie concessionnaire des marques et puis la partie, Ouais, qui partie vend revendeur l'outil, qui gère la distribution sur les zones en fonction de... Mm. Donc Boisselet, ça vient de Bourgogne. Donc ça, c'est Aigretier, c'est une marque à Narbonne qui existe toujours, qui fait aussi D'accord. beaucoup des outils modernes. Maintenant, ils ont un super cadre. Ils ont un super cadre là qu'ils appellent Copilote, qui a une intelligence artificielle qui gère tout le centrage et toute la conduite. Là, la partie Ça commence à économique. toucher un peu. Ouais, et puis c'est surtout qu'en ce moment, les parties finances sont un petit peu plus contraintes, donc j'attends avant, mais c'est des projets qui permettent d'aller 2 fois plus vite que ça et de Ouais, faire c'est un bien, c'est boulot bien. qui est mieux. Ça Enfin avance. bref, du coup, on a ces vieux Ouais. outils, donc là, par contre, il faut être un sur le tracteur et un, voire 2 derrière, quoi. Dans Ouais. les plantiers, dans les vignes de moins de 3 ans, on est 2 derrière, un de chaque côté. Et ouais, c'est encore, c'est encore une technique culturelle Ouais, qui paraît ça, c'est très les archaïque premiers, au ça, final. Hein. c'est les Ouais. premiers automatismes de gestion du travail du sol dans les années 60. Ça, dans Oui, les années ce qui était 60, une ils en grande ont innovation vendu, dans les ah années ouais, ouais. 60 est devenue... Ça, tu peux régler l'écartement. Là, tu gères la profondeur. D'accord. Et là, c'est pour être à la main. Mais ça, normalement, vrai si savoir-faire, tu en mets une fait, hein. corde là-dessus, ça se déclenche. Et ça, l'intérêt Ok. de ça, c'est que si tu as un vieux 155, enfin un tracteur Ouais, sans cabine, ouais. tu mettais Tu pouvais t'y mettre aussi de ton côté, vers quoi. l'arrière et puis tu pouvais gérer tes réglages depuis ta torticolis. cabine. Donc ça, c'est automatique normalement. Ouais. Il n'y a pas l'assistance hydraulique, mais avec les
Oui, mais tu as des ressorts d'assistance les quand réglages même. des ressorts et Ouais, tout ouais. ça, avec des réglages bien réglés, des ressorts neufs et tout ça, tu peux, dans des vignes en place, tu peux travailler tout seul. C'est marrant, c'est monté sur patin, quoi. Ouais. C'est pas du poutre circulaire de guidage, là c'est du ouais, patin. non, là c'est juste du patin qui suit un petit peu. Et donc voilà, ça c'est, Ok. Ouais, c'est ça des c'est sacrés pareil, outils de travail, je l'ai acheté sur le Bon Coin, on a été la récupérer à côté de Bergerac. Là il y en a une autre que j'ai récupérée l'an C'est presque de dernier. l'outil de collection. Ouais, c'est ça, mais qui marche top, et Gretier existe toujours, donc Oui, et t'as on une peut toujours trouver les solution. pièces de rechange, ils sont très réactifs, ils ont tous les éclatés, tous les modèles, alors que mon grand-père avait une DK mais d'une vieille marque du Beaujolais qui n'existe plus, donc là, à part faire des socles et tout ça, tu peux plus avoir de Faut pièces. faire réusiner Ouais, et par un Gretier, c'est ça. prestataire, quoi. Ouais, les fabricants de matériel Viti sont encore des fabricants en France qui sont un peu Ouais, alors un il y a peu une grosse présent partie. quand même historiquement, quoi. Ça reste Alors encore. il y a beaucoup de matériel spécifique, il y a un petit peu Ouais. d'automatisation, Ouais. beaucoup de France, un petit peu d'Allemagne, un petit peu d'Italie sur certaines choses, mais On sent qu'il y sur a un les réel parties vraiment savoir-faire, DK, ce qui reste encore, il y a beaucoup Boisselet et Gretier, quoi. Et Après, Gretier, il y a ouais. beaucoup d'autres Et marques l'Actisol qui arrive de et plus en plus et parce que Actisol, voilà, ça c'est les Actisol qui pionniers dans le avait, travail du sol aussi. Actisol qui avait une partie tradition et qui sont pas très loin d'ici, c'est Cholet. Moi, Oui, le c'est ça, cadre c'est vrai. Actisol, j'ai été le chercher à l'usine et j'ai visité l'usine quand j'étais le Oui, chercher c'est ça, en c'est vraiment 2017. du local, ouais. Ouais. Et donc après, la partie pulvée. Donc Berthoud, donc ça c'est plutôt un pulvé de secours qu'on a refait faire, que je garde plutôt sous la main, parce que c'est un gros monument, donc C'est là il y a un petit peu de bête. mise en place. Donc nous en vigne, donc on traite la partie, on protège la partie grappe, enfin la partie verticale. Donc, Ok. là c'est une assistance pneumatique, donc là il y a une turbine, donc là quand on arrive dans la vigne ça se déplie en enjambant, donc on est en face par face. La D'accord. partie turbine est assez consommatrice d'énergie, donc ça voilà je l'utilise. Tout est assez entraîné peu. par la prise de force. Voilà, de toute prise de façon. force, donc Ok. là la prise de force entraîne la turbine et l'agitateur. Ok. Donc La ça, traction, voilà, c'est je l'ai pris plutôt pour avoir une technique alternative et un pulvé de secours, ou pour pouvoir tourner à 2 tracteurs au cas où, mais mon pulvé principal c'est celui-ci. Donc la question du néophyte, ça va être, mais même en bio, il y a besoin d'un pulvé. Ouais, parce qu'en bio, on n'a que des produits de contact, donc la vigne elle est très sensible au mildiou. Enfin nous, nos problématiques principales c'est le mildiou et l'oïdium. Donc le mildiou, on essaye de faire un maximum de façon manuelle pour ébourgeonner, pour effeuiller, pour aérer. Oui, pour des éviter solutions mécaniques pour Voilà, l'éviter. des solutions pour éviter les entassements de végétation, le maximum d'aération. Mais on est sensible notamment au mildiou. Surtout ici, on est au nord, hein, on est une des régions les plus septentrionales, donc on a quand même des conditions humides, on l'a vu ces dernières années. Donc en bio, on utilise en gros le soufre contre l'oïdium et des produits à base de cuivre sur des petites doses, donc qui est un produit de contact lessivable, donc qui est renouvelé en théorie tous les 20 mm de pluie ou tous les 20 Et puis cm c'est de pouce. décidable indéniablement, faut y Donc voilà, avec la contrainte d'être en dessous de 4 kg de cuivre métal par an. Et en fonction des années, on va faire entre des années comme 2022, j'ai fait 6 passages. 2022, j'ai fait 4 passages. 2025, on a fait 6 passages. 2024, j'ai fait 16 passages. Ah ouais. En arrivant à rester sous la barre des 4 kg. Donc Ouais. chaque passage, on met entre T'as un taux de dilution qui est quand même entre 200, enfin on mouille en quantité de bouillie, on est autour de 150 litres hectare, mais on met 200 grammes de cuivre métal par Ouais. passage, quoi. Et tu traites en préventif obligatoirement sur certaines ouais. années ou c'est que du curatif que tu arrives à gérer En bio, on ne peut pas être Il faut du vraiment. préventif, C'est assez compliqué indéniablement. d'être en curatif, donc Ouais. c'est plutôt du préventif, et donc on renouvelle un petit peu les doses, quoi. Ok. Après, ça marche. on joue beaucoup sur la prophylaxie, mais comme il faut quand même passer assez régulièrement. Dans ce on connaît par exemple le principe, les bus que tu as, c'est des choses qui sont très spécifiques pour ce type de produit-là. Ou tu arrives à te fournir sur du c'est de la. contenant pour. Alors ça, on a pour changé cette- de porte-bus. Là, normalement, ça a été des bus spécifiques Berthoud, mais qui étaient assez Ouais. peu adaptés. Donc là, on est passé sur des porte-bus. Dedans, c'est des ATR qui font le calibrage. Et sur cette partie-là, j'ai un porte-bus avec 2 bus. C'est pareil, c'est des ATR. Moi, je travaillais principalement avec des ATR. Des fois, on a des injections d'air, mais c'est plutôt des pastillages classiques, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la partie pulvée principale. Ça, c'est mon pulvé Ça principal c'est le avec principal. Ok.
Le Weber, donc là c'est du flux tangentiel. Donc on a toujours une assistance d'air pour pénétrer au mieux dans le feuillage. Et donc là, celui-là par exemple, donc on fait du face par face mais en alternant les passages dans les rangs à chaque traitement. Et l'intérêt de celui-ci, c'est qu'on fait, c'est un jet porté qui va être pas mal adapté et surtout qui est beaucoup moins énergivore. D'accord. Parce que là, la prise de force n'entraîne que la pompe et gère que la partie mélange de la bouillie. D'accord, ah oui. Et la partie flux d'air, c'est des moteurs hydrauliques. D'accord. Et ton tracteur, de toute façon, a Voilà, des un débits hydraulique hydrauliques. suffisant pour Celui-là, pouvoir j'ai entraîner. là, j'ai 3 distributeurs hydrauliques. Ah oui. Là, ça entraîne, on règle un flux, hydraulique et donc on a une puissance d'air homogène sur toute la hauteur. Et tu trouves plus ton compte dans ce type de pulvérisation que quand tu es sur du... Déjà, ça consomme beaucoup moins d'énergie Ouais. parce qu'on n'a pas la turbine à entraîner. C'est sur l'homogénéité Et aussi. puis, tu vois aussi, là, au niveau facilité de conduite, ça fait du roue dans roue, enfin, ça suit le tracteur. Oui. Et j'ai pas... toi, là, il y a quand même, s'il y a un poteau, un arbre, etc., il y a quand même de la surveillance et de la mise en œuvre. Là, c'est un petit peu plus simple de mise en œuvre Et d'entretien aussi. Ouais, d'entretien. Là, il y a juste un défaut sur cela, c'est souvent un moteur hydraulique avec les incompatibilités avec Fendt qui envoie un débit hydraulique un peu plus important. Des fois, ça fait des coups de bélier. Il y a juste une boule d'azote, mais des fois, ça peut être un peu sensible là-dessus. Ok. Mais voilà, du coup, ça marche pas mal en bio. Et puis, en bio, l'autre contrainte, c'est qu'il faut passer en travail du sol. Faut passer en interrang, et c'est souvent derrière le travail du sol. Donc le travail du sol, quand tu as des buts, ta descente extérieure avec du travail du sol, ton pulvé peut vite balancer pas mal. Alors que là, c'est un peu plus... C'est plus stable, c'est dans la moins roue du stable, tracteur. ouais, plus... Et tu as une plus costaud, capacité de réservoir aussi plus importante, non? Ou c'est juste le les gabarit qui est mêmes, là, différent? les deux font 1000 litres. Avec ça, je pars pour... il me faut deux pulvées à 2 pulvées et demi pour faire le tour du vignoble, quoi. Ok, ça marche. Et tu en as un autre qui est ça, c'est porté. alors ça, c'est notre vieille cuve de désherbage qu'on n'utilise plus depuis 2012. Ouais. Et du coup, ça que j'ai gardé pour arroser les jeunes cèpes de remplacement. En fait, T'as un peu d'irrigation quand même, oui. On peut pas arroser en vigne. D'accord. C'est juste les parties non productives, donc des cèpes de remplacement qui portent pas de grappe. Que t'es là, obligé j'ai coupé les buses et puis c'est juste un tuyau pour pouvoir arroser les jeunes vignes. Oui, il est là autant ça, c'est du recyclage. Ça marche. Et puis les 2 bennes, là, c'est les bennes à vendange où on rapatrie les raisins des vignes jusqu'au chai, des bennes élévatrices. Donc pareil, spécifique au viticole. Ouais, c'est ça. Alors, on ne peut pas passer dans les rangs avec celle-là. On se met en bordure des rangs et on débarde comme ça. Et du coup, là, c'est des bennes élévatrices. Donc là, en fait, ça permet, par exemple, pour le blanc, de vider directement dans le pressoir. Oui. Donc là, elle monte à 2 mètres. Ok. Voilà, c'est l'intérêt principal avec une vis sans fin de grand diamètre en bas, au fond. Et puis, et puis voilà. Et ça, c'est pareil, donc tu as les 2 qui sont sortis dans tes périodes de vendange sur les parcelles, tu as 2 tracteurs qui sont à ouais, on a un tracteur sur chaque, ces tracteurs-là qui sont sur chaque et qui nous permettent d'alterner. Donc soit à la main, on vide les seaux de vendange directement dedans, ou soit à la machine benne directement les bacs qui vient déverser dedans. Et donc si on est en vendange main, pour le blanc, on met directement dans le pressoir avec la vis sans fin. Si c'est pour les rouges, ça passe. Si c'est à la main, pour les rouges, c'est aigre, poire, tapis à vendange, table de tri. Et si c'est la partie vendange mécanique, on enlève juste la partie égrappage et ça passe directement sur la table de tri pour enlever toutes les impuretés. Pour les impuretés, les impuretés de vendange, enfin des bouts de débris végétaux pour éviter que ça macère. Ça marche. Donc voilà, il y a à peu près tout ici. Ce que tu as après côté. Ça, c'est le broyeur à sarment. C'est le broyeur à sarment, parce que ça, c'est très spécifique. Voilà, donc aussi. en fait, quand on taille, la taille d'hiver, on taille sécateur électrique. Donc tout est à la main. Voilà, sur la tout taille. est à la main. Vrai savoir-faire. Donc on est en taille Guyot-Poussard, donc respect des flux de sève pour préserver le végétal. Donc c'est des électrocoupes, donc des tracteurs, des sécateurs électrique, donc en fait on a 8 heures d'autonomie, on taille toute la journée avec, donc on appuie sur la gâchette et on taille, donc on tombe les bois, on les met en interrang, et donc après on passe avec le broyeur
Donc ça, c'est un broyeur à pick-up. C'est broyé, c'est resté sur le rang après. Voilà, ça paille ton rang finalement. Ouais, bah c'est ça. Enfin, c'est Ok. restitué, tu vois là. Oui, c'est ça, c'est du broyat comme ça que tu vas avoir à la comme fin. ça éclate. Ok. Et puis après, les micro-organismes dégrade et puis ça te dégradent réenrichit ça et ça enrichit le sol. D'accord. Et donc voilà, après ça fait au moins 25 ans ici qu'on a arrêté le brûlage des sarments et on a passé tout en broyeur. Donc voilà. Oui, il y a un intérêt agronomique in fine à s'en servir C'est de ça. ce déchet-là finalement, Ouais, donc autant le c'est ça, valoriser. Après, il y en a qui ont des bacs de récupération derrière et qui sortent broyer pour vendre. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça se commercialise aussi. Ouais. Ouais. Mais après, sinon, c'est plutôt restitué au sol. Ok. Réintégrer après, puis après, une fois redéchaumé par exemple, au disque, tu peux Ouais, aussi alors moi, assimiler. du coup, les sarments sont posés sur le rang enherbé, donc c'est rebroyé, c'est Ouais. consommé dans la partie C'est remis après, enherbement. direct. Dans la partie enherbement. Ok, super. Eh bien, on a Donc, déjà il fait y a un ça bon tour. ici, voilà. Puis après, il y a juste il y a quoi qu'on n'a pas vu en matériel spécifique. Il y a une rogneuse, enfin épandeur Oui, en là-bas, t'as vrai, des choses. épandeur à amendement et Ouais. rogneuse ici. Ok. Donc épandeur d'engrais. Engrais vert, engrais. Bah non, Là, engrais, c'est les apports de bouchons, de matière organique. standard, matière organique bio, puis classique, quoi. ouais. T'as Des bouchons, besoin de faire des apports réguliers quand même. Ouais, c'est sur plutôt la des vigne. fois de l'entretien ou des fois des apports de calcaire aussi. Et donc là, je l'avais pris, j'ai aussi un kit d'épandage localisé, des fois plus sur la partie jeune vigne. Pas d'épandage de chaux, de choses comme ça pour régler des pH sur tes sols. Des dans la fois, vigne des aussi. fois des retouches, mais c'est des petites retouches en fonction des Oui, c'est analyses vraiment de sol anecdotique, sur, quoi. sur une parcelle en particulier, où des fois on observe des blocages en fonction des analyses de sol et puis des observations visuelles sur. La vigne est sensible quand même à ces fluctuations un petit peu de Ouais, pH alors ou pas du tout. sensible des fois, ouais, ça va être plus sur des. Ça va bloquer des absorptions des fois on a de la matière organique, mais on voit qu'il y a des carences sur la vigne, donc des fois c'est le pH qui fait des blocages. Oui, d'accord, ouais, juste sur, Ouais. sur le principe d'assimilation. Ok, peut servir. Du coup, ouais, après la rogneuse, donc là pour écimer, donc couper. Donc la végétation, donc on est en culture en ligne, palissée, donc on relève des fils à couleur pour tenir tout droit. Ok, Et donc après on rogne à 1m85, 1m90 de haut. d'accord. Donc voilà, c'est principalement pour ce qui pousse en hauteur et puis après toute la végétation qui va retomber sur les côtés, quoi. Le principe, ça va être de. Parce que bon, mis à part uniformiser ton rang parce que c'est joli, c'est d'avoir un accès plus facile après à la vendangeuse. Ouais, bah, pour repasser avec les tracteurs, Ouais. pour aussi concentrer le plan de palissage et la partie photosynthèse. Oui. Et puis aussi réorienter. Il n'y a pas d'histoire de concurrence d'afflux de sève sur le raisin par rapport à oui, la oui, feuille. après ça permet, voilà, la vigne se concentre un peu plus sur le raisin que sur la feuille, donc on remet un petit peu, c'est pareil, on en fait beaucoup moins qu'on en faisait. Il y a certaines parcelles où on essaye de s'en passer, ou certaines années où il y a moins de besoin. Après, des fois aussi, en fin de saison, pour la partie du haut du feuillage qui est moins protégée sur le mildiou pour éviter les contaminations. Parce qu'en fait, oui, il y a ça on aussi, parlait ouais, tout à l'heure du l'entretien mildiou, permet ça. voilà, dans la prophylaxie, il y a les feuillages, l'aération de la végétation, et puis des fois il y a des zones qui sont atteintes principalement en haut. Où là, on Oui, va les donc tu peux dégager. les éradiquer de façon Ouais. mécanique Bah après, déjà en le préventif. mildiou, ça peut être, si les conditions sont favorables, ça peut être exponentiel et hyper rapide. Ouais. Donc en fait, dès qu'il y a une tâche, peut en contaminer d'autres. Donc des fois, l'élimination mécanique par les feuillages, le rognage, l'aération permet de Tu gagner essaies un traitement ou deux. Ouais. maîtriser tous les facteurs pour essayer de maîtriser ça. Ok. Donc voilà, un petit peu nos matériels Super. spécifiques. Bah oui. Et après, tu as une petite benne qui te sert à Oui, brasser voilà, tes là piquets, c'est pour brasser, bouger de la terre, emmener les piquets dans les vignes. La Après, benne on à a ici ridelle qui est bien le pratique. vieux tracteur, ça qui nous sert juste pour faire le débardage dans les bois. C'est les du vieux, Renault increvable. donc Ouais, tu c'est le ça. gardes. Ça, c'était le tracteur de mon grand-père, qui est Ok. début des années 80. Ouais. Donc, qui nous sert pareil à bricoler. Ouais, ouais. Oui, mais qui est toujours bon à voir parce que quand tu Toujours as du bon, gros ouais. tonnage. J'en avais, du coup, et puis c'est l'époque où on avait plus de. Parce qu'on est monté avant, jusqu'au début des années 2000, on avait 150-200 hectares de céréales. Donc, ça, c'est des tracteurs qui ont fait pas mal de céréales et qui étaient à l'époque Ouais. de la polyculture. On en avait un deuxième, un 103-14, avec une fourche que j'ai vendue l'an dernier parce que j'avais trop de frais à faire dessus. Oui, pour Ce l'utilité. Oui, en gros, ce tracteur-là, s'il fait 150 heures à l'année, c'est le bout du monde.
Et donc quand il y en avait deux, il faisait 150 heures à deux. Ouais. Donc, Et t'as pas de chargeur, t'as juste ton chariot bah, je l'avais sur de Mammut, mais, je l'avais sur celui qu'on ouais. avait historiquement, mais D'accord. Du coup non, on l'a plus. Et t'as on n'a pas pu pas monter forcément de dessus. besoin. D'accord, ouais. Je Après, c'était pensais, un tu vois, petit pour peu, brasser, je sais pas moi, du fagot de piqué, pour brasser Non, tes palettes. assez peu. Alors pour les palettes, j'ai un T'as le Fenwick, transpal, j'ai ouais. un transpal classique qui nous D'accord. sert là plutôt pour les expéditions, pour gérer les box Ouais. de bouteilles, mais sur la partie, enfin avant la fourche, quand on l'avait, on l'utilisait pareil dans les bois pour un petit peu de fumier, pour un petit peu de Oui, donc c'était pour pas brasser le gros des du tas, travail. mais du coup le peu qu'on l'utilisait, c'était pas assez rentable, quoi. Maintenant, si Ok. on a besoin, on va s'arranger avec un collègue Oui. ou en louer un Ouais. télesco. Oui, ponctuellement pour les Oui, 10 heures si que tu as vraiment à faire c'est ça. de temps en temps. Pour l'instant, en tout cas, le surinvestissement ne vaut pas la chandelle. Ok. On parle juste de l'éolienne qui est derrière. Ouais, Quand donc même, là, il y a des choses sympas à aller voir. attends. Ok. Donc attends, ouais, l'éolienne, si on la regarde par ici. Ouais, on peut aller voir parce que ça, c'est quelque par chose devant. qui est un investissement que tu as dû faire, Ouais. contraint et forcé. Bah, c'est un choix. Alors, on est une parcelle, en fait, depuis 2016 et le gel de 2016, on est confronté aux problématiques de gel et d'impact sur le végétal, enfin sur le rendement. Donc, ça impacte la gestion du vignoble, forcément, mais aussi la partie économique. Donc, c'était un choix un peu contraint, qu'on a fait un peu forcé d'investir ça pour protéger une parcelle de 3,5 hectares. D'accord. Où là, on a un îlot de 3,5 hectares qui est en gros adapté à la protection ici. Donc ça, c'est un investissement solo. Là, on est en privé, on protège notre parcelle autour. Ok. Donc ça, c'est une mobile, donc moteur gasoil Honda. Là, elle est en position de transport, mais quand elle est en fixe en protection, ça monte ça fait le mouvement, là, elle monte à 7 mètres de haut. D'accord. Et du coup, on peut la mettre en rotation à 360 degrés pour brasser de l'air. Oui, donc elle est complètement autonome quasiment dans son fonctionnement quand tu l'implantes. On peut la mettre en endroit. déclenchement automatique où on surveille la nuit. On a le réseau de stations météo et puis on échange avec les collègues les nuits de problématiques et puis on l'allume quand il y a besoin. On peut la coupler avec des sources de chaleur au pied. Donc là, on protège une parcelle d'un gros 3 hectares. 3 hectares avec une seule éolienne. C'est ça, avec celle-ci. Où là, on a notre îlot de 3 hectares, notre parcelle où on protège là. Ouais. Et puis après, on a des îlots plus morcelés où là, on est en cumin avec des collègues sur des systèmes différents, sur des éoliennes fixes. Où là, on est sur des rotors à 11 Qu'on mètres peut de voir, profond, oui, souvent. voilà, et là, c'est des moteurs beaucoup plus puissants. Ouais. Mais celle-là, c'est... Paraît que vous avez acheté les fixes après ce gros problème qui a eu de ça gelée a aussi. été C'était des investissements qui ont été faits à ce en moment-là. 2017. Ouais. Ok. Donc ça, investissement individuel et les autres investissements co. Avec de toute façon, à mon avis, un amortissement qui se fait parce que tu as dû les ressortir. Oui, ça, on l'a sorti. Enfin, là, depuis plusieurs l'an dernier, je ne l'ai pas sorti, donc elle n'a pas tourné. Ouais. Mais sinon, elle tourne entre 1 et 10 000 par semaine. Quoi. Donc, qu'il faut avoir maintenant. Ouais, qu'il faut avoir et qui sert globalement qu'à ça. Oui, vous avez pu étudier le principe de, avec éolienne, estimer un peu sa récolte et le pourcentage de pertes que tu aurais pu envisager si tu n'avais pas... en fait, déjà, suite suite au gel de vignes comme ça. 2016 et puis là aussi en 2017, on voit qu'on est sur des phénomènes beaucoup plus redondants avec les bouleversements climatiques. Là, ce qu'on voit en ce moment en février, où on a un démarrage, un faux printemps assez tôt qui fait que la vigne démarre plus tôt, donc on a une période de sensibilité plus grande qu'historiquement. Et donc là, c'est des moyens pour inverser les couches de chaleur, donc aller chercher l'air chaud en hauteur pour le rabattre au sol, même si on se rend compte que maintenant les problématiques de gel sont plutôt des couches d'air froid où il faut travailler avec les éoliennes et coupler du froid polaire. Couplé avec des sources de chaleur au sol pour rabattre, pour mettre la chaleur au sol. Donc on essaye, on se dit que c'est de plus en plus compliqué d'être passif par rapport à ça et que les capacités, surtout suite à 2016, on s'est rendu compte que c'était très impactant sur le rendement parce qu'on peut bouffer jusqu'à 3/4 du rendement sur une nuit, mais c'est surtout que c'est très impactant sur la vie économique de nos structures parce qu'on ne peut pas commercialiser le vin qui n'est pas produit et on ne peut pas vivre que des assurances récoltes, en tout cas pas pour nos clients. Sur l'instant T, elles dédommagent, mais elles font pas... Oui, elles dédommagent, mais ça ne fournit pas nos marchés, oui. Ça ne nous fait pas vendre de bouteilles de vin. Et surtout, si on voit qu'il y a des impacts plus long terme, parce que un gel, ça va être un impact minimum sur 2 ans en production. C'est beaucoup plus compliqué. La saison
N de gérer le végétal et ça a des impacts sur la taille de l'année N+1, sur le rendement de l'N+2, etc. quoi. Ouais, tu mets plusieurs années à te remettre c'est comme la grêle qui va mettre 3 ans et puis après il faut... Et puis les yo-yo de production font que c'est compliqué aussi, quoi. Mais sur la partie végétale, on voit que c'est très, très compliqué, quoi. Parce que suite au gel de 2016, les bourgeonnages, ça a été une galère. Les vendanges, il a fallu faire un gros tri, ça a été une galère. La taille de l'année suivante, on a passé 30% de plus de temps à la taille, donc ça a des gros... Est-ce que tu avais besoin d'avoir une expertise un peu plus fine au moment de la taille pour essayer de rattraper les ton pouce bourgeons ont végété, au lieu d'avoir notre taille classique, il fallait aller chercher vraiment des adaptations. Enfin, c'était gros casse-tête, quoi. Donc c'est vraiment double ou triple peine, quoi. Oui, donc l'investissement, c'est sûr qu'il est lourd sur l'instant T, mais de toute façon, tu as une obligation il est lourd sur l'instant T, puis on se dit qu'il faut essayer de faire des choses parce que sinon c'est pas possible, quoi. Ouais. Et puis les parcellaires dans la région sont pas immenses. Tu peux pas avoir 150 hectares en disant si cette parcelle-là est gelée, j'en ai une autre qui pourra me sauver, quoi. Donc bon, après voilà, c'est des choix. Est-ce que c'est les bons des fois on fait des paris. Ouais, ils ont le mérite d'être là déjà. Voilà. Ok. On vient finir de la payer donc. Déjà c'est quand même mal quand tu as fini de payer. Ça fait du bien. Eh bien, merci beaucoup, Boris, pour ce tour de ton exploitation, de nous avoir appris un petit peu ce que c'était que le travail du sol aussi dans la vie, parce que c'est pas courant. Ouais, puis c'est vrai qu'il faut avoir quand même pas mal d'outils pour des fois pas tout utiliser. Des fois, il y a du matos qui est là, qu'on n'utilise pas pendant 2 ans, puis la 3e année, on se dit c'est quand même pas mal de l'avoir. Ouais, c'est plutôt bien. Puis on te retrouve sur tes réseaux, sur Instagram, pour te suivre. Ouais. Et puis au domaine, si on veut venir. Au domaine, sur des salons. Pour se réhydrater un peu. Sur des salons ou chez des cavistes aussi, pas mal cavistes, resto. Ok, super. Et merci beaucoup. Merci à très bientôt. À bientôt.